Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Un gouvernement de 38 ministres avec à sa tête Amadou Ba dans un contexte de tensions politiques et économiques au Sénégal. La nouvelle équipe gouvernementale est attendue sur plusieurs fronts avec en priorité la question du pouvoir d'achat. Un dernier adieu à la reine Elisabeth II. Les funérailles d'État organisées ce lundi à Londres ont rassemblé des millions de personnes et des centaines de chefs d'État et de gouvernements dont africains, certains issus du Commonwealth et des représentants des 56 pays membres étaient présents. Nous ferons le point justement sur l'avenir de cette organisation après la disparition de la reine et les défis qui attendent le roi Charles III. Nous recevrons sur ce plateau Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle célèbre cette année ses 60 ans. L'occasion pour nous de nous interroger sur les avancées et les défis concernant les droits de propriété intellectuelle sur le continent. Le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mahamat Zein, indique avoir présenté sa démission au président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby. Chérif Mahamat Zein a été nommé ministre des Affaires étrangères en mai 2021 au sein du gouvernement de transition. Dans un courrier qu'il a publié sur les réseaux sociaux, Chérif Mahamat Zein justifie sa démission par une volonté de servir son pays qui se trouve, je cite, contrarié par des initiatives parallèles. Chérif Mahamat Zein, dont les apparitions se faisaient de plus en plus rares depuis son retour de Doha après la signature en août de l'accord de paix avec les politico-militaires. Le désormais ancien ministre des Affaires étrangères ne prend pas par ailleurs part au dialogue national. Au Sénégal, quelques heures après la nomination du Premier ministre Amadou Ba samedi 17 septembre, la composition du gouvernement a été annoncée. Un gouvernement a été formé dans la foulée, une équipe de 38 ministres dont 14 nouveaux entrants. Plusieurs poids lourds conservent leur portefeuille, dont Sidiki Kaba, la tête des forces armées, ou encore la ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall. On fait le point dans ce sujet signé Joël Ballot. Un nouveau gouvernement pour redresser la barre économique et sociale au Sénégal voit le jour. Le 17 septembre 2022, après l'annonce par décret présidentiel de la nomination de Amadou Ba au poste de Premier ministre, il s'ensuit le dévoilement d'un nouveau gouvernement de 38 ministres. Avec l'appui de son gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba, de par son expérience en matière de gouvernance, entend atténuer les tensions entre l'État et l'opposition. Le président de la République a toujours eu confiance en moi. En effet, depuis plusieurs années, d'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur. Dans ce nouveau gouvernement, quelques personnalités restent à des postes stratégiques. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, Antoine Félix Diomé à l'intérieur, Aïssata Tall Sall aux Affaires étrangères. Cependant, malgré le trophée de la CAN 2021 remporté par le Sénégal et une qualification à la Coupe du Monde prévue en novembre 2022, Matar Ba, ministre des Sports, est démis de ses fonctions au profit de Yankoba Diatara. Les priorités majeures que le président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, de la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi. 14 des 38 nouveaux ministres gardent le même portefeuille que dans le gouvernement sortant, le gouvernement de combat et de défi, qui intègre 8 femmes et 8 jeunes de moins de 40 ans, tels que Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, mettra en avant la volonté manifeste du président Macky Sall de construire un pays uni, donnant la parole aux jeunes et femmes pour l'évolution de la société. 2000 invités et 500 dirigeants ont assisté aux funérailles de la reine Elisabeth II qui ont eu lieu ce lundi 19 septembre à Londres. L'événement a attiré des millions de personnes dans les rues de la capitale. Morte le 8 septembre à l'âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral en Écosse. La souveraine a été inhumée en début de soirée au château de Windsor aux côtés de son époux, le prince Philippe. Avec sa mort, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, laisse au roi Charles III la gouvernance du Royaume-Uni et du Commonwealth. Charles III a pris la tête de cette organisation intergouvernementale héritée de l'Empire britannique.
puissant pilier de l'influence britannique dans le monde. Cette institution a été défendue avec ferveur par la reine Elisabeth II. En sera-t-il de même avec son successeur? Quel avenir après la disparition de la reine? Pour en parler avec nous sur ce plateau, Monsieur Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir. 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 Alors le Commonwealth, on va le rappeler en une date, 1949, c'est la fondation de cette organisation qui se compose aujourd'hui de 56 pays, dont 21 pays africains, presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique. La reine Elisabeth II, on l'a dit, l'a défendue avec beaucoup de détermination tout au long de ces années. Aujourd'hui, avec les aspirations, on va dire, républicaines, mais aussi les demandes de réparation post-coloniale exprimées par certains pays, est-ce qu'il y a matière à penser qu'il y a des risques quant à l'avenir du Commonwealth? Ce qu'on peut dire, c'est que les défis étaient déjà devant les yeux de la reine. Elle a sauvé le Commonwealth plusieurs fois. Beaucoup ne sont pas sortis de cette organisation, cette association, ce forum de pays. Chacun n'était pas contraint d'y rester. C'était libre adhésion et association. Mais il y a des revendications tout à fait légitimes sur une réforme. Faut bien savoir que historiquement, l'Afrique était vue au bas de l'échelle du Commonwealth, dans la colonisation du Royaume britannique, qui a commencé avant la date, d'ailleurs en 1665 en Jamaïque pendant l'esclavage, et après il y a eu cette deuxième date, mais la reine a essayé d'accompagner comme elle le pouvait, même s'il y a une vision mythique un petit peu d'une colonisation sans heure. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est quand même, elle a fait montre de solidarité à l'égard de Mandela et autres. Et plus que nouvellement, il y a plus qu'une nouvelle génération, il y a des aspirations des États qui demandent une réforme et surtout une reconnaissance et des excuses à l'égard des pays d'Afrique qui n'ont pas eu encore ces excuses, mais pas seulement ces excuses sur le plan de la colonisation, mais une nouvelle façon de s'entrevoir entre pays du même groupe. C'est 56, c'est plus de 2,5 milliards de personnes de chaque continent, qui a une vision qui se renouvelle, une mise à jour. Et le roi Charles III l'avait déjà bien compris depuis quelques mois. Son fils et son épouse, qui est allé, donc, que ce soit dans les Caraïbes ou certains pays d'Afrique, ont été bousculés, ne s'attendaient pas à ces revendications. Donc là, il s'agit de maintenir l'unité. Il s'agit de maintenir l'unité en ayant un regard plus moderne, plus en phase avec les réalités et les revendications légitimes, et que ce groupe de soft power économique le devienne vraiment, parce que le Brexit, dont d'aucuns pensaient que ça allait renforcer la force économique de tous ces pays, il n'en est pas vraiment cela de manière effective. Donc là, il faut vraiment repenser en gardant cette force qui est quand même une force unique dans le monde. Alors justement, est-ce que le roi Charles III va être obligé en quelque sorte de sortir de cette neutralité qui était privilégiée par la reine Elisabeth II pour aller notamment vers les excuses, présenter des excuses? Notamment, on pense notamment au Kenya, qui d'ailleurs depuis le décès de la reine, voilà, il y a le sentiment les violences, la question des violences pendant la période coloniale, notamment la révolte des Mau Mau qui a été relancée, et cette demande justement d'excuses. Est-ce que le roi Charles, en tout cas, a tout intérêt à présenter ses excuses? Oui, je pense qu'il va faire comme la reine-mère qui, pendant la colonisation et après, est allée quand même en but du gouvernement, notamment de Madame Thatcher, ou même avant Madame Thatcher, qui était pourtant pour le maintien du régime, pas du régime apartheid, mais presque, parce que elle était contre les sanctions économiques. Et il y a une bonne partie aussi, malheureusement, des Britanniques qui sont quand même nostalgique de la colonisation, qui pense que ça a été une bonne chose. En 2002, M. Boris Johnson et M. Gordon, celui qui était juste avant lui, disait que c'était... Boris Johnson disait que c'est pas l'Afrique qui est un problème, c'est qu'on en soit parti, que c'était une bonne chose. Donc il y a toute une... C'est presque sur le plan psychosociologique et politique à l'intérieur du royaume britannique, mais
sur le continent africain, ce travail a été plus que fait parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup étaient dans les mois, ces funérailles ont un impact mondial du jamais vu, inédit. Il y a de la tristesse, mais il y a aussi de la tristesse parce qu'il y a des grands-parents, notamment Mao Mao et autres, qui sont morts pendant la colonisation, qui ont été torturés et autres. Donc il faut réparer tout ça et on ne peut que réparer tout ça dans une mémoire et un travail d'histoire partagé. Et je pense que il va faire de manière assez habile et instillée, comme sa mère savait, la reine-mère savait le faire, c'est-à-dire neutralité, oui, mais par des gestes, je démontre ma position et je vais aller vers des excuses et réformer le Commonwealth parce qu'il y a des défis qui vont bien au-delà de ce que pourrait être gênant pour des nostalgiques d'un régime plus qu'anachronique. Alors il en va de la survie, on peut dire, de cette organisation qui pourrait connaître une dislocation avec la disparition de la reine. Ces excuses sont importantes. Oui, sauf que là, comme les mois est fort, les pays du Commonwealth, et notamment que ce soit au Canada et autres, ils ne veulent pas profiter du décès de la reine pour se détourner de ce Commonwealth. Donc il va y avoir comme une année ou deux ou plusieurs mois ou plusieurs jours où chacun va être dans la décence des renégociations, de la réforme pour faire honneur aussi à la reine-mère et aux positions précédentes devant la reine-mère. Mais on voit bien que depuis 10 jours, Charles III fait montre d'une certaine habileté. Il se fait connaître au monde, donc aussi à l'Afrique, et je pense qu'il va mettre et poser les actes fondateurs suite au décès de la reine-mère. Il a déjà été prévenu par son fils qui ont été complètement heurtés par... il ne pensait pas que ces revendications étaient aussi fortes. Donc de manière habile et sur le plan des défis, parce que c'est quand même une association, un forum d'association en termes de pays indépendants et autonomes, complètement unique au monde. Ils peuvent prendre, je pense, de manière réciproque, aussi bien les pays anciennement colonisés et les royaumes britanniques qui doivent travailler sur ces mentalités, y compris dans la société civile et politique, comme quoi une époque est révolue, des mentalités sont complètement révolues, anachroniques, voire archaïques. Il est bien de rentrer dans le 21e siècle par l'intermédiaire des revendications africaines et notamment des pays du Commonwealth qui sont, elles, modernes, dignes et qui demandent une reconnaissance et de nouveaux rapports. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Tchikaya pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Voilà. Merci à vous. Merci. Focus à présent sur l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, un organisme intergouvernemental qui regroupe actuellement 17 pays africains. Depuis 1962, soit 60 ans, cette année, cette organisation est chargée de protéger de manière égale les droits de propriété intellectuelle. Quelques progrès ont été constatés ces dernières années, mais les défis sont encore nombreux. Joël Ballot. Semaine pleine pour l'OAPI qui, en plus de la commémoration de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, a procédé au lancement des activités relatives à la célébration des 60 ans de l'organisme. Ainsi, une série d'activités organisées en Afrique, notamment au Cameroun, a permis à un panel d'experts d'échanger sur les potentiels leviers pour l'émergence du continent face aux défis de l'industrialisation et de la diversification économique dans les États membres de l'OAPI. Au niveau de la technologie, sachez qu'un office de propriété intellectuelle contient la base de données de toutes les technologies disponibles. Or, pour s'industrialiser, il faut déployer des technologies et ces technologies peuvent être mises à disposition par l'OAPI. Au cours de cet échange, le panel s'accorde davantage sur l'importance pour les 17 États membres de l'OAPI à multiplier les stratégies pour un meilleur accroissement économique. Nombre de produits tels que le poivre de Penja ou encore le miel blanc d'Oku sont certifiés par l'OAPI. Cependant, pour Thomas Babisakana, ingénieur financier, il est nécessaire que les États actionnent plus de leviers financiers pour faciliter la production et la commercialisation locale des matières premières agricoles. Pour produire de façon manufacturée, il vous faut avoir les technologies. Vous voyez, on revient donc à la question de la propriété intellectuelle. Vous ne pourrez pas améliorer vos processus productifs, accroître la part de l'industrie sans maîtriser les technologies.
sans permettre à ce que les industriels aient accès, vous voyez, aux technologies qui sont les plus avancées et qui permettent de produire moins cher. En marge de cette journée, mais toujours dans le cadre des 60 ans de l'OAPI, se tiendra en Côte d'Ivoire la 9e édition du Salon africain de l'invention de l'entreprise innovante du 16 au 19 novembre 2022. Il s'agira de sensibiliser inventeurs, chercheurs, industriels, opérateurs économiques sur le rôle que joue la propriété intellectuelle et l'innovation dans le développement technologique et industriel. Madagascar abritera la prochaine édition de la Basketball Africa League. Le coup d'envoi sera donné le 18 octobre 2023. Cette compétition verra s'affronter 48 équipes. Les sélections sont partagées en 8 groupes. Les 2 premières sélections dans chaque groupe décrocheront leur ticket pour l'élite 16. José Douglas. Après l'Afro-Basket U18, c'est Madagascar qui a été choisi par les dirigeants du basket africain pour l'organisation de la Basket Africa League BAL du 18 au 23 octobre 2023. Perturbé par la pandémie de Covid-19, cet événement sportif financé en partie par la NBA a vu le jour en 2019. Son objectif premier, permettre de développer le basket africain qui possède des joueurs très talentueux dans certains pays du continent. Clairement, on a vécu une saison 2 qui a été exceptionnelle. Quand je reparle des étoiles dans les yeux, parce que c'était un très beau moment et on a pu voir le vrai talent africain. On arrive avec des standards NBA, on a le parquet NBA, on a des shows à l'américaine. Donc c'est vraiment réussir à avoir ce talent qui est sur le continent dont on parle. Tout le monde en parle, mais c'est de voir comment on professionnalise le basket sur le continent. Et selon la Fédération malgache de basket, les matchs se joueront au Palais des Sports de Maya Massina. La BAL, comme on la surnomme, verra la participation de 48 équipes et les formations seront partagées en 8 groupes. Et comme veut la formule, les 2 premières équipes par groupe de qualification obtiendront leur ticket pour l'élite 16. Cette compétition connaît un succès grandissant. On est diffusé dans 200 pays et territoires dans le monde, en 15 langues. On a des engagements qui sont fous sur les réseaux sociaux. On a 600 millions d'engagements sur nos réseaux sociaux, plus de 100 millions de vidéos vues. Donc il y a un vrai engouement, il y a un vrai focus qui est sur le continent africain. Sans aucun doute, la NBA a choisi de créer une ligue sur le continent africain. C'est la seule région dans le monde où elle a créé une ligue hors Amérique du Nord. Il s'agira bien entendu de la phase qualificative de la Basketball Africa League. Quelques fédérations sont qualifiées d'office, exemple le Rwanda, le Sénégal et l'Égypte. Rappelons que la dernière finale de la BAL s'est tenue en mai dernier et a vu la victoire des Tunisiens de Monastir face au Petro Luanda d'Angola. La 3e place est revenue à Zamalek d'Égypte devant FAP, les forces armées et police du Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.